Pour parler d'une femme qui écrit des livres en français, on dit une autrice, une auteure avec un E ou un auteur. Si vous trouvez que le masculin est très présent en français, c'est vrai, c'est le cas. Mais est-ce que ça rend la langue plus machiste? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Pour cet épisode, je vous invite vraiment à regarder la transcription. Vous l'avez sur mon site web gratuitement. Elle va vous aider notamment quand je vais vous donner des exemples de mots masculins et féminins, ou même des nouveaux mots, ainsi que la terminaison de ces mots. Donc ici, je vais vous expliquer pourquoi certains pensent que le français est une langue machiste en vous donnant des exemples concrets, mais aussi je vais vous montrer comment ma langue a évolué pour faire face à cette problématique. Alors d'abord, il faut comprendre ce que signifie une langue machiste. Une langue machiste, c'est une langue qui reflète ou renforce les inégalités entre les genres, particulièrement en mettant les hommes en position de supériorité par rapport aux femmes. Est-ce que c'est le cas du français? Eh bien, certains linguistes et experts pensent que oui. Et dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, commençons par une règle de grammaire très connue. Le masculin l'emporte sur le féminin. La règle est simple. À chaque fois que vous vous référez à un groupe de personnes comprenant au moins un homme, alors le sujet sera il, I-L-S, au pluriel, c'est-à-dire masculin. Par exemple, si vous avez un groupe de 900 femmes et qu'un homme, seulement un, arrive, on dira automatiquement il, I-L-S, et non pas elle, pour désigner tout le monde. C'est l'une des règles les plus souvent citées lorsqu'on parle de la question du sexisme en français. Elle date du XVIIe siècle et vient de l'idée que le masculin est plus noble que le féminin. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, cette règle est un exemple clair de la domination masculine dans la langue. Alors doit-on la changer pour plus d'égalité entre les genres? Eh bien, il y a des tentatives pour changer ça. On a notamment créé des nouveaux pronoms neutres. Par exemple, le terme « iel », I-E-L, qui est la combinaison de « il » et « elle », sont de plus en plus utilisés. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est un pronom qui a été créé pour désigner une personne non binaire. Il est apparu au début des années 2010, par proposition de la communauté LGBTQ qui ne se sentait pas représentée dans le système binaire avec des pronoms comme le « il » et le « elle ». Même si ces termes sont encore peu reconnus par les institutions officielles, ils commencent à apparaître dans des journaux, des livres et même dans certains dictionnaires en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Bon, rassurez-vous, il y a des Français qui ne le connaissent toujours pas. On le voit même sur les réseaux sociaux, sur Twitter. L'usage de « iel » et de l'écriture inclusive est fréquent. Et cette visibilité contribue à sensibiliser le grand public et à normaliser ces formes. Et c'est notamment l'influence de la technologie et des médias sociaux et des plateformes numériques qui ont joué un rôle majeur en popularisant et en diffusant des pratiques langagières inclusives.
Les mouvements féministes et LGBTQ+, se servent de ces plateformes pour promouvoir des termes et des expressions qui montrent une société plus inclusive. Et aussi, des logiciels comme Grammarly ont intégré des fonctions permettant de repérer et de corriger un langage potentiellement excluant. Même si cette fonctionnalité est plus avancée en anglais, elle a ouvert la voie à des logiciels similaires en français qui aident les apprenants à éviter des expressions sexistes et à adopter des formulations plus inclusives. Il y a des extensions pour navigateurs, aussi des modules complémentaires de traitement de texte comme Antidote qui, eux, ont ajouté des options de vérification de l'écriture inclusive. Ces outils vous aident à identifier des expressions genrées et à les modifier en faveur d'une écriture qui inclut toutes les identités. Par exemple, ils peuvent suggérer de remplacer les étudiants par les étudiantes. Étudiante écrit avec T.E.S à la fin. Si vous lisez en même temps que je vous parle, vous avez remarqué que l'écriture du mot « les étudiantes » est assez bizarre, non? Eh bien, en fait, il y a quelques nouveaux efforts sur le plan typographique qui ont été faits. Et c'est le cas de l'utilisation de points médians dans l'écriture inclusive. En français contemporain, le point médian est de plus en plus utilisé pour rendre l'écriture inclusive. Il permet d'intégrer les formes masculines et féminines d'un mot en une seule expression. Si on prend l'exemple du mot « étudiant », normalement, on vous apprend à l'écrire « les étudiants » au pluriel, avec TS à la fin. Ou alors « étudiants et étudiantes ». Mais au lieu de l'écrire de cette façon, maintenant, on peut l'écrire « étudiante T.E.S » pour inclure tous les genres sans allonger inutilement la phrase. C'est comme si tous les genres étaient représentés en un seul mot. L'emploi du point médian est encore un sujet de débat et de controverse en France. Ses partisans disent qu'il représente une égalité des genres, mais d'autres pensent que ça rend difficile la lecture, notamment pour les personnes dyslexiques ou en apprentissage de la langue, comme vous. L'Académie française, elle s'est exprimée de manière critique vis-à-vis de l'utilisation du point médian, en disant que ça compliquerait la langue française, alors que certaines institutions et des entreprises comme Blablacar et même Decathlon ont adopté l'écriture inclusive et utilisent le point médian dans leur communication interne et externe. Sinon, pour éviter les critiques liées à la complexité du point médian, d'autres préfèrent des solutions alternatives comme la double flexion étudiante. Alors, au lieu de points, vous mettez des parenthèses ou alors utilisez des formules neutres. Par exemple, ils vont dire le corps enseignant au lieu de les enseignants et enseignantes. Le mot corps représente toutes les personnes, peu importe leur genre. Sinon, vous saviez que les noms des métiers prestigieux, pendant longtemps, n'avaient pas de forme féminine? Par exemple, pour les personnes qui écrivaient des livres, on disait « un auteur », même si la personne était une femme. L'Académie française, longtemps réticente à reconnaître des formes féminisées jugées non traditionnelles, a accepté le terme « autrice » dans les usages courants vers le début des années 2010. Et la même chose pour le mot « chef ». Au féminin, il était utilisé avec un F. Puis, il est passé ensuite à chef, 2 F, E. La même prononciation. En fait, le terme autrice et chef remontent à l'époque médiévale, mais ont progressivement disparu et remplacé jusqu'en 2010 par auteur et, tenez-vous bien, par chef. Et là, oui, vous avez vu, écrit comme au masculin. Et donc, avant 2010, utiliser la version féminine pouvait être perçu comme incorrect ou même péjoratif.
Alors, ces termes ont été revendiqués et progressivement adoptés pour reconnaître le rôle et l'identité des femmes dans leurs métiers respectifs, marquant des changements linguistiques et sociaux. En France, mais aussi en Belgique et au Québec, on voit aussi des efforts pour féminiser d'autres métiers, comme les mots présidente ou professeur avec un E, qui sont désormais couramment employés, même dans les discours officiels. En parlant de discours officiels, un autre aspect intéressant, c'est qu'un langage plus neutre a été adopté dans certains discours politiques et médiatiques. De plus en plus de personnalités publiques et de médias utilisent des formules comme « chacun et chacune » au lieu de simplement dire « chacun » pour parler de n'importe qui. Pour rappel, chacun c'est masculin et chacune c'est féminin. Cette petite adaptation montre que l'on reconnaît que les femmes et les autres genres existent et méritent d'être inclus dans le discours. Bon, il y a aussi certains adjectifs français qui peuvent être mal interprétés. Par exemple, l'adjectif « bon » au masculin ou « bonne » au féminin peut être chargé de connotations sociales et culturelles, surtout en lien avec des stéréotypes de genre. En français, le terme « bonne » peut parfois acquérir une connotation qui dépasse la simple qualité ou aptitude pour désigner des femmes. Par exemple, si je dis « une bonne femme », c'est souvent mal vu. On l'interprète comme une bonne ménagère ou une bonne épouse. Ce type d'expression peut renvoyer à un stéréotype du rôle féminin centré sur la domesticité, la soumission ou l'acceptation des rôles traditionnels. Donc aujourd'hui, personne ne dit ça. Et si vous entendez « elle est bonne » au féminin, ça vous pouvez malheureusement l'entendre. Et pourquoi malheureusement ? Eh bien, c'est clairement péjoratif. Et ça signifie qu'une femme est attirante physiquement. Et ça a une connotation réductrice et sexualisée. Alors que l'adjectif « bon » est souvent employé pour désigner des qualités qui ne sont pas spécifiquement liées à l'apparence physique. Par exemple, un bon homme d'affaires, un bon père de famille, un bon leader. Dans ces exemples, bon, B-O-N, se réfère à des qualités plus abstraites, comme l'habileté, la compétence, l'intégrité ou la capacité à réussir. La même chose si vous mettez l'adjectif après. Par exemple, un homme bon. En fait, le terme bon, B-O-N, peut ainsi être associé à une image de réussite sociale, professionnelle ou morale. Des traits qui sont souvent valorisés dans des contextes où les hommes ont historiquement eu plus de pouvoir et d'influence. Donc ici, vous voyez, on a utilisé les deux termes « bon » et « bonne », masculin et féminin, mais la connotation est plus péjorative au féminin. Alors, est-ce que tout cela prouve que la langue française est machiste ? Certains disent que pas forcément. Il y a certains qui vont argumenter en disant que ce n'est pas la langue elle-même qui est sexiste, mais l'usage que l'on en fait. Ils disent que les langues évoluent avec la société et que ces aspects machistes du français montrent simplement des valeurs d'une époque qui changent. La langue, en tant que système de communication, est un ensemble de règles grammaticales, de vocabulaire et de structures qui peuvent être employées de manière neutre. Du coup, certains disent que le sexisme n'est pas inscrit dans la langue elle-même, mais dans la manière dont les individus choisissent d'utiliser cette langue pour reproduire des stéréotypes sociaux et culturels. Il y a une différence importante entre la structure grammaticale et les choix d'usage. La langue peut être vue comme neutre dans sa structure. Par exemple, le genre grammatical n'a pas de rapport direct avec le sexe des individus. Mais c'est l'usage des termes, des constructions grammaticales et des contextes sociaux qui peut en faire un outil potentiellement sexiste. C'est la façon dont les personnes choisissent d'appliquer les règles et de structurer les discours qui va véhiculer ou non des stéréotypes sexistes. Bon, vous en pensez quoi de tout ça ? Et dans votre langue maternelle, on dit aussi qu'elle est sexiste ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
C'est un sujet un peu délicat, c'est vrai, mais je voulais vous partager car on voit bien que toutes les langues évoluent finalement et que tout est question d'adaptation. Voilà, on a terminé avec l'épisode aujourd'hui. Et sinon, si vous voulez toujours plus pratiquer le français, sachez que je vous invite pour essayer un cours avec moi, toujours dans le respect et la bonne humeur. Vous le savez, mes cours sont personnalisés à chacun. Donc, pour chaque nouvelle personne qui se présente, sachez que vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, une citation. Apprendre une nouvelle langue, c'est apprendre une nouvelle âme. À la semaine prochaine les amis. Ciao.